Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La guerre solaire de A.G. Riddle, Winterworld, tome 2, lu par Louis Bernard et Catherine Pajon. À tous ceux qui nous aident à traverser les pires saisons de nos existences. Prologue. Dans les confins de l'espace profond, à des milliards de kilomètres de la Terre, une machine très ancienne sortit de son sommeil. Avant toute autre chose, elle contrôla ses systèmes. Tout était normal. Puis elle trouva ce qui lui avait valu d'être réveillée. Un message. Le paquet de données ne contenait qu'une simple commande. Une tâche que la machine avait déjà accomplie des milliers de fois. L'annihilation d'une civilisation primitive. Au terme de plusieurs simulations, la machine définit l'option optimale pour éliminer la cible. La question n'était pas tant de savoir si elle avait la capacité d'éradiquer les primitifs, mais de choisir la procédure permettant de parvenir à ce résultat en y consacrant le moins d'énergie possible. L'énergie, la ressource la plus précieuse de l'univers. Et la trame avait besoin de celle produite par l'étoile du système solaire des primitifs. Bientôt, elle s'en emparerait. La machine mit ses moteurs en action pour entamer son voyage vers cette planète que ses habitants appelaient la Terre. 1. James. Les gants du médecin sont couverts de sang. Le sol est tout rouge, lui aussi. Emma me broie la main si fort que je ne suis même pas certain de repartir avec. Elle pousse un cri et un frisson me secoue de la tête aux pieds, comme si un vent glacé me traversait. « Vous ne pouvez rien lui donner ?» demandai-je au médecin, le visage crispé par l'angoisse qui m'étreint. « C'est trop tard, » me répond-il, avant de se tourner vers Emma. « Allez, un dernier effort !» Dents serrées, elle entame une nouvelle poussée. « Voilà, comme ça c'est bien !» l'encourage-t-il avec un geste de ses deux mains. Pourquoi n'a-t-elle pas pris la péridurale ? Moi, on me l'aurait proposé, je l'aurais accepté. Je suis moi-même médecin. Bien sûr, je n'ai jamais terminé l'internat, ni pratiqué mon art, convaincu que j'étais que la robotique et l'IA étaient ma véritable vocation. Mais une chose est sûre, je ne suis pas assez costaud pour être obstétricien. Il faut des nerfs d'acier pour encaisser des moments pareils. Emma tend toute sa volonté, encore une fois, et un mugissement envahit soudain la pièce, haut et clair. Le plus beau cri que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Le médecin présente le bébé à Emma. Ses yeux s'emplissent de larmes, sa poitrine se soulève, puis sa tête retombe en arrière sur le lit. Elle est épuisée. Depuis que je la connais, jamais encore je ne l'avais vue aussi rayonnante, aussi heureuse. « Félicitations », dit le médecin. « Vous avez une petite fille. » Il remet notre enfant à une infirmière qui attend. L'équipe obstétricale va procéder à toute une batterie de tests. Je me penche pour étreindre Emma, la serrer tout contre moi. « Je t'aime », dis-je en déposant un baiser sur sa joue. « Moi aussi je t'aime », répond-elle dans un murmure. On dépose notre fille sur le sein d'Emma, qui l'enveloppe doucement entre ses bras. Sur ses traits, je lis à quel point elle est soulagée à présent. Emma était terrorisée à l'idée que notre bébé ait à souffrir de quelques dommages liés à son exposition aux radiations dans l'espace. Au demeurant, j'étais moi-même inquiet au début, mais les médecins nous assuraient que notre enfant à venir n'avait rien à craindre, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les derniers vaisseaux de la NASA sont bien mieux protégés contre les radiations que ceux construits dans les décennies précédentes. Ensuite, notre fille a été conçue plusieurs mois après la bataille de Cérès. Tout comme le reste de l'équipage, Emma et moi avons été placés en confinement après notre retour sur Terre, et nous avons reçu des traitements pour renforcer notre densité osseuse et désintoxiquer nos organismes des éventuels effets des radiations. Dès l'annonce de la grossesse d'Emma, Izumi et les autres médecins lui avaient fait passer tous les examens possibles et imaginables avant de nous en montrer les résultats. Malgré tout, Emma ne parvenait pas à se tranquilliser. Pour tout dire, comme tous ceux qui vont être parents pour la première fois, nous nous inquiétions tous les deux.
Mais notre fille est née en parfaite santé. Apparemment, le corps médical avait raison. Elle est magnifique. Nous avons décidé de l'appeler Allison, le prénom de la mère d'Emma. « Bienvenue en ce monde, Ali », murmura Emma. Un cri retentit dans la nuit. L'écoute bébé qui transmet le son dans notre chambre fait pratiquement vibrer la table de chevet d'Emma sur laquelle il est posé. Emma roule sur le côté pour examiner l'image bleutée. Ali est allongé sur le dos au milieu de son berceau, soigneusement emmailloté. Bouche ouverte, visage grimaçant. Elle hurle sans faiblir. Je suis stupéfait de constater à quel point un être aussi minuscule peut produire un bruit aussi puissant. « Je m'en occupe », marmonnai-je, en me redressant pour m'asseoir au bord du lit. « Non, » dit Emma, en me saisissant le bras. « Demain tu retournes travailler. » « C'est vrai, mais j'y vais quand même. » Je dépose un baiser sur son front et remonte la couette jusqu'à son menton. Elle a besoin de se reposer. Le dernier mois a été épuisant pour nous deux, mais c'est elle qui en a supporté la plus grosse part. À mon tour de prendre la relève. D'un pas lourd, je trottine jusqu'à la chambre et prends Ali dans son petit lit. Je la berce contre moi en faisant les 100 pas. Emma est plus douée que moi dans cet exercice. Elle psalmodie d'une voix douce et sait exactement ce qu'il faut dire. Avec moi, le résultat est plus proche de l'élocution d'une marionnette qui s'efforcerait de calmer un nourrisson en lui disant « Ce n'est rien, tout va bien ». Je ne me risque surtout pas à tenter une chansonnette. Oscar apparaît sur le seuil. « Je peux faire quelque chose, monsieur ?» L'éventail des compétences d'Oscar est certes large, mais calmer les nouveau-nés n'est pas du nombre. Je dis ça sans porter de jugement de valeur. Je ne suis moi-même pas très doué. Non merci, je vais me débrouiller. Assis dans le rocking chair, je me balance en silence, sous le regard innocent des grands yeux bleus d'Ali, où brille peut-être, me semble-t-il, une pointe de curiosité. Je pose un index au creux de sa petite paume et j'attends. Une seconde passe, et je sens ses doigts minuscules serrer le mien. Un sourire aux lèvres, je la contemple, à la fois stupéfait et émerveillé de la voir aussi menue et fragile, si pure et si candide, dans un monde si cruel et implacable. Avant la naissance d'Ali, je m'inquiétais pour des tas de choses, une liste longue comme le bras. À présent, il n'y en a plus qu'une. Elle. J'imagine que c'est le lot de tous les parents de s'alarmer de l'état du monde dans lequel éclot la chair de leur chair. Mais celui dans lequel nous avons fait naître Ali est profondément en crise, déchiré par d'innombrables combats pour survivre au quotidien, lancé dans la préparation d'une guerre que nous savons inéluctable. Des milliards d'êtres humains sont morts pendant le long hiver. Nous ne sommes que 9 millions à avoir survécu. Quand la glace a étendu son emprise à la surface de la Terre, les survivants se sont précipités vers les dernières régions encore habitables pour y installer d'immenses camps de réfugiés. Le long hiver a beau avoir été vaincu, nous sommes toujours dans nos hébergements de fortune, même si un mouvement en faveur d'un retour vers nos pays respectifs semble s'amorcer. Sur la vie de chaque jour dans nos campements plane l'ombre d'une menace dont nous parlons rarement, mais que nous n'oublions jamais. La trame. Certains estiment que l'entité extraterrestre à l'origine du long hiver s'en est allée pour de bon. Je ne peux pas courir le risque de considérer cette option comme une vérité. Si la trame revient, ce sera pour nous achever, pour mener une guerre à l'issue définitive. Mais je serai prêt pour ce combat, parce que c'est mon rôle, et puis parce que je suis père désormais. Le jour n'est pas encore levé quand Ali finit par se rendormir. Je devrais sans doute aller me recoucher, mais je suis trop tendu pour espérer retrouver le sommeil. Avoir cessé le travail depuis un mois n'est pas une sinécure. Loin de là. Je vais m'installer dans mon petit coin bureau, aménagé à l'intérieur de notre logement, pour consulter mes messages. Machinalement, j'ouvre le fil d'actualité. Dans une vignette vidéo, je vois une journaliste filmée en pied devant un paysage pris dans la glace. 2 années en arrière, je me serais dit qu'elle devait être en Antarctique. Aujourd'hui,
Impossible de formuler la moindre supposition. La moitié du monde ressemble toujours à un désert gelé. Un bandeau de texte au bas de l'image m'en apprend plus. Elle est à Washington, D.C. Derrière l'envoyé spécial, on aperçoit une dizaine d'hélicoptères de l'US Navy et une masse de soldats agglutinés autour d'un excavateur géant. Je clique pour lancer la vidéo. La machine se met à creuser précautionneusement dans la neige pour dégager quelque chose. La voix de la reporter éclate subitement dans mon minuscule bureau. Je me précipite pour baisser le volume. Derrière moi, un détachement des forces armées américaines se lance dans une entreprise qui peut être vue comme le premier pas vers un retour au pays. La caméra zoome pour révéler ce que cachent les congères blanches. Le dôme du Capitole. « Mesdames et messieurs, poursuit la journaliste de retour au centre de l'image, nous rentrons chez nous. » Une autre vidéo attire mon attention. Une pastille que je voudrais ne pas regarder, mais que je ne peux pas m'empêcher de lancer. Le générique d'ouverture montre un mur de glace en train de fondre, révélant le logo et le titre de l'émission. Point de fusion. Présenté par Craig Collins. C'est l'un des programmes les plus courus sur le réseau Atlantic Net et l'un des rares diffusés dans le monde entier via les quelques satellites récemment lancés. Aujourd'hui, je reçois le docteur Richard Chandler, spécialiste mondial de la robotique. Il vient nous parler de son dernier ouvrage, Le sauvetage de la Terre, la véritable histoire derrière la mission désespérée de la NASA pour mettre un terme au long hiver. L'écran montre la couverture du livre, avant de revenir sur Craig et Chandler, assis autour d'une petite table. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation, Dr. Chandler. Mon ancien professeur et mentor à l'université, devenu par la suite ma némésis, affiche le même sourire que le chat du Cheshire. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Si vous voulez bien, commençons sans tarder par votre livre, dont tout le monde parle. Il a été lu au moins 1 million de fois sur le réseau. Pour le moins. Je n'ai pas les chiffres exacts. Ce n'est pas le genre de détail auquel j'accorde de l'importance. Ce qui m'importe, c'est que le monde soit informé. Parlons-en. Apparemment, un certain nombre de personnes ont contesté les informations que vous donnez, notamment au sujet de la mission Premier Contact et de la bataille de Cérès. La présentation que vous en donnez a été désavouée et critiquée par la NASA et divers responsables de 3 superpuissances. Chandler hausse les épaules, nullement perturbé. Il n'est pas étonnant qu'ils remettent en question mes propos. Leur intention est d'être la seule et unique source de la vérité, la clé pour se maintenir au pouvoir. Mais à mesure que la glace recule, il en va de même de leur emprise sur la population mondiale. Ils misent tous sur le projet bouclier solaire, mais en réalité, ce dont nous avons besoin, c'est d'une approche plus équilibrée de la défense de notre planète. Une stratégie qui prenne plus largement en compte les besoins des gens. À savoir, rentrer chez soi. Reprendre possession des villes et des maisons que nous avons abandonnées. Que la vie revienne à la normale. C'est ça que les gens veulent. Et c'est ça que les 3 grands gouvernements craignent le plus. Revenons à votre livre, si vous le voulez bien. Vous y dites que vous avez joué un rôle central dans la planification et l'exécution de la mission Premier Contact, ainsi que dans la bataille de Cérès au cours de laquelle nous avons vaincu la trame. Et ensuite, vous expliquez que vous avez été évincé des opérations de planification et des missions suivantes. Pour autant, la version qui fait consensus est que c'est James Sinclair qui était le scientifique et roboticien en chef de cette mission. Qu'avez-vous à répondre à ces positions manifestement antagonistes ? J'invite tous les téléspectateurs à bien considérer les faits concrets, établis et indiscutables. En l'occurrence, personne ne peut nier que j'ai été le premier roboticien contacté pour cette mission. De même, nul ne peut contester ma présence au centre spatial Kennedy au moment où l'équipage a été rassemblé pour le briefing. Alors oui, Sinclair était bien à bord du Pax, puis intégré dans la flotte Sparte. Moi, je suis resté sur Terre au sein d'un dispositif de planification. Mais pour une bonne raison. Jamais on n'expose ses plus brillants esprits au danger. Dès le départ, nous savions que ces missions allaient être extraordinairement dangereuses. Mais il nous fallait voir au-delà et travailler pour l'avenir. Chandler laisse filer un instant de silence, la mine grave,
comme peiner à l'avance des choses douloureuses qu'il s'apprête à révéler. J'invite aussi les téléspectateurs à prendre en compte tous les éléments en remontant jusqu'à la source. Car s'il y a un seul et unique fait absolument incontestable, c'est assurément que James Sinclair est un repris de justice, un criminel condamné à la prison. Avant le long hiver, les autorités des États-Unis avaient jugé qu'il représentait un danger pour la société, avec à la clé un jugement sans appel. D'ailleurs, il était toujours incarcéré quand le principe de la mission Premier Contact a été arrêté, et une forme d'amnistie lui a été offerte contre sa présence à bord du vaisseau. Chandler hoche la tête avec une mine de diplomate. Ceci dit, je tiens à saluer ce qui doit l'être. Sinclair a fait de l'excellent travail au cours de ses 2 missions spatiales. Mais la question à se poser est celle-ci. Veut-on vraiment confier la direction de la défense de la Terre à un repris de justice tel que Sinclair ? Non, c'est une personnalité d'un tout autre calibre dont nous avons besoin. Quelqu'un qui n'a jamais agi pour son intérêt personnel, mais au contraire, toujours démontré un engagement sans faille en faveur de l'intérêt général. Cela fait des mois que cela dure, ces attaques permanentes de Chandler contre moi. Un torrent de demi-vérités et d'autoglorification. Certes, Chandler était bien présent à la première réunion à la NASA, avant le lancement de la mission Premier Contact. Mais ses stratégies pour la partie robotique de la mission auraient sérieusement compromis nos chances de succès. J'ai pointé ses carences, et quand Chandler s'est dressé sur ses ergots, le docteur Lawrence Fowler, l'administrateur de la NASA, l'a écarté de la mission. Cette décision a sans doute sauvé la mission. Et peut-être même sauvé le monde. C'en est trop. Je ne peux plus regarder. D'ailleurs, je n'aurais jamais dû lancer la vidéo. Mais une chose est sûre. Si l'opinion publique se ligue contre les autorités, alors nous n'aurons pas que la trame comme ennemi à combattre. C'est entre nous que nous devrons livrer une lutte sans merci. Et ça, c'est un scénario que nous ne pouvons pas nous permettre. À aucun prix. 2. James. La porte de notre logement refermée, je me dirige vers la rue au sol dur et compacté. Mes pieds font crisser l'amalgame, où le sable se mêle à la glace qui entame sa débâcle. Au camp 7, dans ce qui était il y a peu encore le nord de la Tunisie, le soleil pointe au-dessus de l'horizon, jetant des lueurs jaunes sur les dômes blancs des habitations posées dans les dunes le long des artères, semblables à des guimauves à moitié fondues. Les matins comme celui-ci, quand étincelle le soleil tel que nous l'avons toujours connu, on comprend ce qui peut pousser chacun à penser que nous sommes sauvés, que nous pouvons rentrer chez nous et que tout redeviendra normal. Mais où est la normalité aujourd'hui ? Les banques et les grandes entreprises d'avant le long hiver existent-elles encore ? Où en sont les prêts immobiliers qu'elles détenaient sur quantité de maisons ? Et le passif des cartes de crédit ? Et les comptes bancaires ? Subsiste-t-il quelque part la moindre trace de qui possède quoi ? Avant le long hiver, j'ai passé ma vie à me sentir comme un étranger ici-bas. Quelqu'un qui n'avait pas vraiment sa place. Un type qui ne comprenait même pas comment fonctionnait le monde, ni pourquoi ses contemporains se comportaient comme ils le faisaient. C'est un sentiment que je recommence à éprouver. De nouveau, je me sens flotter entre 2 eaux, ni tout à fait d'ici, ni vraiment d'ailleurs. Le camp 7 est le seul endroit où je peux dire que je suis chez moi. C'est là qu'Emma et moi nous sommes installés après la mission Premier Contact, brisés et désespérés. C'est là qu'Oscar et moi avons soigné Emma quand elle était trop faible pour se tenir debout. C'est ici que nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre et que notre fille est née. C'est ici que vivent nos amis et nos familles. C'est ici que je me sens chez moi. Au quartier général de la NASA, je dispose d'un bureau à côté de celui de Fowler. Mais je n'y passe guère de temps. En règle générale, je suis avec mon équipe dans notre grande salle de travail, à construire des prototypes de drones et concevoir des vaisseaux qui défendront la Terre. À mon arrivée, la pièce est un véritable souk, comme d'habitude.
C'est bon de voir que rien n'a changé pendant mon absence. Nos longues tables métalliques sont couvertes de pièces et de composants tout emmêlés, de drones plus ou moins achevés reliés à des écrans plats dressés çà et là au milieu de ce capharnaüm, tels des panneaux d'affichage plantés au milieu d'un entrepôt de ferraille miniature. Toute l'équipe est là. Harry Andrews, l'autre roboticien du projet. Grigory Sokolov, un spécialiste russe de l'astronautique et du génie électrique. Lina Vogel, une informaticienne allemande. Min Zhao, un spécialiste chinois de la navigation spatiale. Izumi Tanaka, une médecin et psychologue japonaise. Et Charlotte Lewis, une archéologue et linguiste australienne. Oscar est présent lui aussi, occupé à quelques tâches dans son coin. Je m'attendais à voir des visages souriants, à recevoir quelques mots de bienvenue, peut-être même 2 ou 3 accolades, mais mon arrivée ne suscite rien de tout cela. Les mines sont solennelles. Personne n'esquisse le moindre geste pour me saluer. Pour finir, Harry s'avance et pose lentement une main sur mon épaule. De 20 ans mon aîné, il est d'ordinaire d'humeur joyeuse, toujours une plaisanterie à la bouche. Mais aujourd'hui, son ton est on ne peut plus sérieux. « Bonjour James. Il faut qu'on te montre quelque chose. » Et sans rien ajouter, il m'entraîne dans le couloir. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je en trottinant derrière lui. « Qu'est-ce que tu veux me montrer ?»« Tu vas voir, » répond Harry en s'arrêtant devant la porte d'une des salles stériles qu'on utilise uniquement pour reproduire les conditions de vide spatial. Qu'est-ce qui se passe ? Harry se penche pour exposer ses yeux au scanner rétinien. La porte du sas s'ouvre en coulissant sur le côté et il s'engage. Des casques et des combinaisons spatiales bleues sont accrochés au mur. « On a besoin d'une combinaison ?» demandai-je à Harry. Je me tourne vers le reste de l'équipe derrière moi. Tous les regards sont fuyants. « Non, » répond Harry. « On l'a simplement mis en quarantaine. A priori, il n'y a pas de danger, sauf en cas de projection. » « Mais de quoi tu me parles ? Qu'est-ce qui se passe, Harry ? » « Le mieux, c'est que tu vois par toi-même, » dit-il à voix presque basse, en franchissant la seconde porte. La salle stérile est pratiquement vide. En tout et pour tout, il n'y a qu'une grande table métallique sur laquelle est posé un seul et unique objet, une boîte de plastique blanc de la taille d'une valise. De nous tous, tu es le mieux placé pour l'évaluer et définir une prise en charge, dit Harry, en la désignant d'un geste. Toute l'équipe a les yeux fixés sur moi. Lentement, je m'approche de la boîte et soulève le couvercle. À l'intérieur, je découvre un sac de couleur argentée, hermétiquement scellé. Une protection contre les risques de contamination biologique. « C'est de nature organique », dit Harry, en s'approchant précautionneusement pour se porter à ma hauteur. « Il ne s'agit que d'un échantillon. Nous avons tout lieu de croire que l'entité qui l'a créé est arrivée sur Terre peu de temps après ton départ. » Il laisse passer un instant. « D'après toi, qu'est-ce qu'on doit en faire ? » Je n'y tiens plus. Ce mystère est insupportable. Tout doucement, je décachette la fermeture du sac et jette un œil à l'intérieur. J'aperçois une masse blanche, rebondie et floconneuse, à peu près de la taille de ma main. Je sens mon visage qui s'affaisse. Je viens de comprendre de quoi il s'agit. Lentement, je sors la couche de son emballage en hochant la tête d'un air entendu. « Vous êtes hilarants, les gars, sincèrement !» Le groupe part dans un immense éclat de rire que rien ne semble pouvoir arrêter. « Alors, c'est à ça que vous avez consacré votre temps pendant mon absence ?» Je fais de mon mieux pour garder une mine sérieuse, mais c'est plus fort que moi. Les commissures de mes lèvres se relèvent toutes seules. Je secoue la tête pour ne pas exploser de rire à mon tour. « Bravo ! Voilà donc le degré de maturité de l'équipe des génies qui a le sort du monde entre ses mains. Une blague à base de couches pour bébé ?» Harry parvient à recouvrer un tant soit peu son calme. « Nous avions besoin de tes lumières, James, » murmure-t-il, la mine aussi impassible que possible. « Tu es le seul qualifié pour manipuler ce genre de produit. »
Ses paroles déclenchent une nouvelle crise d'hilarité. Sur le seuil, Oscar sourit lui aussi, tout en étudiant le visage des autres, comme s'il prenait note de leurs réactions. À cet instant, je me rends compte que la couche pèse son poids. Elle contient quelque chose. Non, quand même pas. Mu par une étrange pulsion d'horreur et de curiosité, je déplie prudemment les pans de la protection, révélant un genre de masse brune. Non, ils n'ont pas osé faire ça. Toujours avec le plus grand sérieux, Harry répète ce qu'il a dit quelques instants plus tôt. C'est de nature organique. Grigory sort du groupe pour s'approcher de moi. Ne t'inquiète pas, James. J'ai ce qu'il faut. De sa poche, l'ingénieur russe sort un bagel enveloppé dans du papier blanc. Avant que je n'ai pu esquisser le moindre geste, il me prend la couche des mains, plonge son petit pain dans le tas marron et gluant, puis mord dedans à pleines dents. J'en reste baba, totalement stupéfait. « Quoi ?» s'exclame Grégory avec un petit haussement d'épaule, tout en mastiquant joyeusement. « Ce n'est pas comme si on ne trouvait plus de Nutella sur Terre. » Après une réunion plus sérieuse, où l'équipe me briefe sur ses dernières activités, Oscar et moi descendons dans les sous-sols du quartier général de la NASA, jusqu'à un laboratoire auquel seul lui et moi avons accès. C'est un endroit où je mène un projet secret, un plan qui, je le crois, pourrait sauver l'humanité de la guerre qui arrive. À mon entrée, les LED s'allument automatiquement, illuminant l'espace à l'aspect caverneux, avec ses murs et son sol de béton nu, et ses poutres métalliques au plafond. Mes pas éveillent des échos, tandis que j'avance vers mon prototype. Réveil. Exécution contrôle système. Je m'appelle Oliver. Tous les systèmes sont fonctionnels. Oliver est le sosie d'Oscar, mais il comporte un certain nombre d'améliorations significatives. Pour faire simple, Oliver est conçu pour le combat, sur Terre comme dans l'espace. Si l'on veut avoir une chance de vaincre la trame, il va nous falloir beaucoup d'androïdes tels que lui. Le bureau de Fowler ressemble au mien. Décoration minimale, écran plat sur tout un pan de mur, photo de famille sur le bureau. Sur le plus grand des écrans, on découvre une vue en temps réel de la nouvelle station spatiale internationale, toute étincelante contre le noir de l'espace. Tout juste achevée, elle est le fruit des efforts conjoints des 3 supernations mondiales. L'Union Atlantique, au sein de laquelle Emma et moi vivons, le traité de la Caspienne, où résident les survivants de la Russie et du Moyen-Orient, et l'Alliance Pacifique, le territoire des survivants asiatiques. Mon équipe a étroitement participé à sa conception et sa construction. Emma a été abondamment consultée elle aussi. N'oublions pas qu'elle était l'officier commandant l'ISS que la trame a détruite, assassinant tout l'équipage à bord. J'ai le sentiment que son implication dans la création de la nouvelle station a eu un profond effet cathartique sur elle. D'ailleurs, cela a été une prouesse symbolique pour nous tous. Un exemple de ce que nous sommes capables d'accomplir en un temps record pour peu qu'on unisse nos forces et qu'on collabore. Mais plus important encore, la nouvelle ISS est un véritable outil pratique pour la défense de la Terre, bien plus ambitieuse que celle qui l'a précédée. Un chantier où nous allons construire la flotte qui préservera l'humanité. Pour la défense de la Terre, notre stratégie s'articule autour de 2 axes, les drones et les vaisseaux. Nos drones Centurion seront tout à la fois capables d'observer et d'attaquer. Une bonne part des 6000 exemplaires que nous prévoyons de construire seront stationnés à proximité de la Terre. Le reste sera disséminé à travers le système solaire, en attente, à l'affût. Quant aux vaisseaux, que nous appelons des superporteurs, ils emporteront l'essentiel de nos capacités offensives. Chacun d'eux pourra transporter et déployer 10 000 drones de combat. Nous tablons sur une mise en service des premiers exemplaires d'ici 5 ans, mais je ne serais pas surpris qu'il nous faille un peu plus de temps. Sur l'écran, des bras aux allures d'échafaudage saillent de l'ISS. Les travaux de notre premier prototype de superporteur, le Jericho, ont débuté. « C'est un plaisir de vous revoir parmi nous », dit Fowler, en se levant de son fauteuil pour me tendre sa main acérée.
Comment vont Emma et Ali? Très bien, merci, dis-je en m'asseyant. Et vous-même, comment allez-vous? Eh bien, disons que si nous venions à manquer de café, je ne survivrais peut-être pas. Ouais, je comprends. Le taux de caféine dans votre organisme risque de rester élevé pendant un bon moment. Fowler se mordit la lèvre un instant. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors je vais y aller franchement. La commission de défense de la Triple Entente a opposé une fin de non-recevoir à votre demande de mettre Oliver en production. Ils ont donné une explication? Pas vraiment. Mais quelque chose me dit qu'ils sont un peu effrayés à l'idée que la trame puisse prendre le contrôle d'une armée androïde. C'est la même chose avec les drones. C'est possible. Mais les drones ne sont pas à leur porte, juste à côté de chez eux, et en mesure de venir les tuer tous dans la nuit. Vous pensez qu'on a encore une marge de négociation? Probablement pas. Leur position est assez ferme sur cette question. En revanche, ils sont d'accord pour que vous poursuiviez vos travaux de recherche et de développement. Ils voient bien tout l'intérêt d'avoir un prototype opérationnel et un solide protocole de mise en œuvre si jamais nous devions envisager de passer à une production de masse du modèle Oliver. Cette décision de la commission est un véritable camouflet pour mon travail, doublé d'une erreur tactique, de mon point de vue tout au moins. Si la situation finit par nous imposer de combattre au sol, nous aurons besoin d'aide. J'aimerais parler de l'avancée des travaux sur le Jericho, et d'un certain nombre d'autres choses encore. Mais je ne peux m'empêcher d'évoquer tout d'abord l'entretien de Richard Chandler. À ce stade, sa capacité de nuisance pourrait se révéler être une menace pire que la trame elle-même. Vous avez vu Point de fusion ce matin? D'ordinaire aimable et plutôt débonnaire, l'expression sur le visage de Fowler se fait tout à coup presque brutale. J'ai vu. Mais ne vous préoccupez pas de Chandler. Difficile de l'ignorer. J'ai bien peur que nous ayons des problèmes d'une toute autre importance. Nous allons avoir besoin de ces vaisseaux et de ces drones bien plus tôt que je ne l'avais pensé. Qu'est-ce que j'ai manqué? Plein de petites choses, et 3 énormes. Fowler tapote sur son clavier, et l'écran mural affiche une carte du système solaire, avec le Soleil au centre et les planètes autour. Une fine ligne blanche repérant l'orbite de chacune d'elles. Il appuie sur une autre touche, et l'image zoome sur la ceinture de Kuiper. Un ensemble d'astéroïdes et de quelques planètes naines entourant l'ensemble du système solaire, juste au-delà de Neptune. 3 objets se détachent de la ceinture pour se diriger vers l'intérieur du système solaire. Comme vous le savez, il nous a fallu déployer des efforts considérables simplement pour envoyer ces sondes jusqu'aux abords de la ceinture de Kuiper. Nous ignorons toujours exactement ce que peut représenter sa masse, mais selon nos projections, elle pourrait atteindre 200 fois celle de la ceinture d'astéroïdes. Un gisement considérable grâce auquel la trame pourrait construire des armes et des cellules solaires. Exactement. Il y a 3 planètes naines dans la ceinture de Kuiper, dont Pluton. Autrefois, on pensait que Kuiper était le principal réservoir de comètes périodiques, mais cette théorie a été invalidée. Comme la ceinture est relativement stable dynamiquement, nous avons été pour le moins surpris de voir ces astéroïdes s'en détacher. À mes yeux, les conséquences sont limpides. La trame est revenue. À coup sûr, elle a envoyé une machine semblable à la première, un collecteur, un engin capable de voyager jusque dans notre système solaire et d'y transformer des matières premières brutes en cellules solaires. Vous pensez que c'est un nouveau collecteur qui a envoyé ces astéroïdes vers la Terre? J'ai le sentiment que nous devrions considérer cette hypothèse comme probable. Mais si elle est avérée, cela signifie que le collecteur est arrivé depuis un certain temps déjà. Combien de temps nous reste-t-il avant l'impact? On en est toujours à élaborer des projections. Une estimation approximative? 2 ans, plus ou moins. Les superporteurs ne seront jamais prêts d'ici là. Même en bâclant la phase de construction, il nous manque au moins une année, peut-être plus. Je sais. Il va falloir détruire les astéroïdes avec des drones. Une énorme flotte de drones. Fowler se penche en avant,
Dans quelle mesure est-ce réalisable? Je n'en ai pas la moindre idée. 3. Emma. 2 ans plus tard. Dans notre logement résonne le bruit que je préfère au monde, la saccade de petits pieds nus sur le sol. Alors que j'en meurs d'envie, je ne me sens pas en état ce matin pour courir après Ali. Une main posée sur le mur pour me retenir, j'attends que la nausée se dissipe. Depuis la salle de bain, j'entends les bruits de pas qui s'arrêtent, puis le claquement de tiroirs qu'on ouvre dans la cuisine et les cliquetis de leur contenu qu'on remue. « Ali !» criai-je. « Reviens un peu ici que je te vois !» Dans le silence qui se fait soudain, ne me parvient plus que le ronron des voix du journal radiophonique diffusé par les haut-parleurs. Selon un rapport publié ce jour par les Nations Unies, on dénombre désormais, et pour la première fois depuis la fin du long hiver, plus d'humains vivants en dehors des camps d'évacuation qu'à l'intérieur. Cette tendance s'inscrit dans un mouvement soutenu et continu de départ des populations jusqu'alors confinées dans les zones de relocalisation de l'Union Atlantique, du traité de la Caspienne et de l'Alliance Pacifique. Aujourd'hui, au nombre des villes les plus peuplées, c'est Néo-Berlin qui arrive en tête devant Atlanta et Londres. Cependant, cette évolution ne semble pas être du goût de tout le monde. En effet, alors que le docteur Richard Chandler, l'un des scientifiques dont le rôle a été déterminant dans notre victoire sur la trame, exhorte les superpuissances à favoriser le retour des citoyens vers leur pays d'origine. D'autres restent arc-boutés sur une position opposée. Voici un extrait de l'émission Point de fusion d'hier soir, présentée par notre confrère Craig Collins. La trame a été vaincue. Et pourtant, dans sa quasi-totalité, la production économique mondiale reste affectée aux dépenses de défense. Aujourd'hui, les camps d'évacuation ne sont ni plus ni moins que des camps de travail forcé. Nous travaillons sans relâche presque exclusivement à la production des drones et des super-vaisseaux de James Sinclair, dont il nous dit qu'ils seront notre salut. En vérité, il se peut très bien que la trame ne revienne pas avant un siècle, un millénaire, si elle revient un jour. Et pourtant, nous vivons dans des conditions de misère absolue, sans voix au chapitre, sans possibilité de nous exprimer démocratiquement, sans aucun de nos droits les plus élémentaires. Cette situation n'a que trop duré. Je déteste vraiment ce type. Pas autant que James, mais quand même beaucoup. On ne voit que lui dans les médias, toujours à propager ses mensonges et semer le chaos. Malheureusement, de plus en plus de monde se rallie à ses vues. Un autre tiroir est ouvert dans la cuisine. « Ali, je suis sérieuse. Je vais commencer à compter. » Un instant de silence. 3, 2, 1. Comme si mes paroles avaient donné le signal du départ d'une course, les petits pieds nus se remettent à tapoter le sol, et la frimousse d'Ali apparaît dans l'embrasure, barrée d'un sourire innocent. « Qu'est-ce que je t'ai dit? On ne joue pas avec les tiroirs. C'est maman et papa qui ouvrent les tiroirs. » Certains enfants ont la faculté de montrer un visage attristé. Chez Ali, l'expression du chagrin est visible sur tout son petit corps. Tête basse, épaules voûtées, bras ballants. À croire que toute son énergie la quitte d'un seul coup. Elle fonctionne sur 3 modes distincts. Plein gaz, quand elle s'amuse dans un plaisir indicible. Dodo. Et l'état de bouderie dont elle me fait présentement une démonstration, un mode qui tend tout naturellement à évoluer vers la géniardise, ce qui survient plusieurs fois par jour. Debout à côté des toilettes, je pointe un doigt sur les jouets qui jonchent le sol de la salle de bain. 7 bracelets, un mouton en peluche et un canard de plastique jaune. « Tu restes ici pour jouer jusqu'à ce que j'ai fini de me préparer, d'accord ?» Une nouvelle nausée me saisit. J'ai l'impression d'avoir été jetée hors d'un avion et de tomber dans le vide sans rien pouvoir faire. Ali s'approche de moi et glisse ses petites mains sur mes hanches pour me serrer contre elle. Ses bras sont bien trop courts pour faire le tour. Elle lève la tête pour m'observer, son regard plongé dans le mien. « Maman Bobo ?»« Non, » dis-je dans un murmure. « Je vais bien, ma puce. »« Maman triste ?» Doucement, je lui caresse le dos en longs gestes apaisants. « Non, ne t'inquiète pas. Amuse-toi avec tes jouets. Tout va bien. » Je ferme les yeux pour résister au haut-le-cœur qui me vient. Quand je les rouvre, Ali est occupée à enfiler les bracelets sur son bras, dans un ordre dont elle seule connaît la logique.
Et puis, tout à coup, elle se penche pour ramasser un raisin sec qu'elle vient d'apercevoir sur le sol. « Non, ma chérie, ne mange pas ça !» Ali porte sa prise à la bouche de son mouton en peluche, comme si elle voulait simplement lui offrir cette friandise. Puis, elle lève vers moi ses grands yeux où brille une lueur espiègle. Je souris. Et elle fourre le raisin dans sa bouche avant que je n'ai eu le temps de dire ouf. J'ignore depuis combien de temps il traîne par terre. En tout cas, il n'est pas du petit déjeuner de ce matin. Mais bon, si nos ancêtres humains ont été suffisamment robustes pour survivre à la catastrophe de Toba et au franchissement du détroit de Bering, Ali devrait survivre à l'ingestion d'un raisin sec trouvé par terre et vieux de 2 jours. Ou 3, peut-être plus. J'ouvre le tiroir de la table de toilette et cherche à tâtons mon dispositif d'autodiagnostic. Je l'applique à l'extrémité de mon doigt, puis j'attends qu'il prélève quelques gouttes de sang et procède aux analyses. Un petit bip m'annonce l'affichage des résultats. L'hématologie est normale, hormis un taux en vitamine D un peu limite. Dans tous les cas, il y a une pénurie de moyens de contraception. Il faut dire qu'au moment des évacuations de masse, c'était une question qui ne figurait pas bien haut dans la liste des priorités des autorités, bien plus soucieuses de se procurer des vivres, des abris et autres médicaments vitaux. James et moi avons pris nos précautions, mais au cours de ces 2 dernières années particulièrement stressantes et intenses, nos intermèdes dans la chambre à coucher sont devenus un dérivatif aussi intense qu'essentiel. Je fais défiler l'affichage de données en retenant mon souffle. J'expire en découvrant le dernier résultat tout en bas, submergé par une émotion où se mêlent une joie immense et la peur. Grossesse, oui. Ali me tient la main quand nous franchissons le poste de contrôle à l'entrée du quartier général de la NASA. Comme toujours, elle porte le petit sac à dos que James a fabriqué pour elle. Fidèle à lui-même, il a poussé le bouchon un peu loin en y intégrant un traceur GPS, une caméra et un système de sonorisation pour nous permettre de communiquer avec elle. Je ne serais pas surprise outre mesure s'il y avait également glissé quelques drones d'attaque secrets pour assurer sa protection. James et moi travaillons tous les 2 à la NASA. Au début, tous les matins, nous emmenions ensemble Ali à la crèche. Mais depuis 8 mois environ, il s'est mis à travailler comme un forcené, déjà parti quand je me réveille et de retour de plus en plus tard le soir à la maison. C'est pour nous qu'il fait ça, pour nous protéger tous, mais j'aimerais tant qu'il puisse rester plus souvent en famille avec nous. À l'entrée du jardin d'enfants, Ali n'a rien de plus pressé que de me lâcher la main pour filer, mais je la rattrape et la serre dans mes bras. À la seconde où je la relâche, elle bondit tel un pur sang jaillissant de sa stalle au départ de la course. Son petit sac tressaute sur ses épaules, tandis qu'elle passe devant l'aide maternelle, qui me salue d'un geste de la main. Sur mon parcours à travers les couloirs, des têtes se retournent, on me reconnaît. Des gens qui ont dû me voir dans les fils d'actualité et d'autres que ma claudication rend simplement curieux. Ce bâtiment est une séquelle de tout le temps que j'ai passé dans l'espace et de la perte de densité osseuse qui en a résulté. Mon état n'a aucune chance d'évoluer favorablement. De ce fait, je suis condamnée à ne jamais retourner dans l'espace, du moins pour des séjours prolongés. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être astronaute. J'ai certes atteint cet objectif, mais à la suite des 2 batailles livrées contre la trame, j'ai dû renoncer au métier que j'aime. Comme à peu près tout le monde dans cet étrange monde de l'après-long hiver, je me suis adaptée. J'ai trouvé une nouvelle tâche à accomplir, un rôle qui me plaît infiniment. C'est la vie. Les choses changent et il nous faut évoluer avec elles. L'amphi n'est pas tout à fait plein quand je prends place sur l'estrade. 50 paires d'yeux sont fixés sur moi depuis leur position surélevée dans les rangées en gradin. Tablette prête devant eux, mes étudiants me rappellent celle que j'étais quand je suivais ma formation au sein de la NASA. Passionnée, pleine d'ardeur et avide de bien faire. Un certain nombre de ces femmes et de ces hommes seront à bord des superporteurs en cours de construction. Ils seront en première ligne dans le combat que nous menons contre la trame. Notre avenir est entre leurs mains, et mon boulot est de les préparer à accomplir leur mission. Il n'y a pas 36 façons de mener à bien cette tâche. Il n'y en a qu'une. Malgré tout, la pensée de ce que je m'apprête à faire m'emplit d'effroi. Debout devant le pupitre, je parle dans le micro, ma voix explosant sous le haut plafond, emplissant toute la salle.
L'espace est un lieu dangereux. Je laisse mes paroles flotter dans l'air telle une mise en garde, un signal d'alarme. Et d'après vous, quelle est la clé pour survivre dans un endroit pareil ? J'ai annoncé à la classe qu'une forme d'examen aurait lieu au cours des 3 premières séances. En l'occurrence, comme ils le savent tous pour l'avoir appris de leurs prédécesseurs, il ne s'agira pas d'un contrôle écrit classique, mais d'une épreuve pratique comme ils n'en ont jamais vu. Comme prévu, ils s'imaginent que les réponses qu'ils vont donner à cette première question pourraient bien faire partie du test. Des propositions fusent tous azimuts, chacun des étudiants ayant à cœur de se distinguer. L'oxygène, la puissance, la conscience de la situation, la bonne perception des facteurs d'un environnement dynamique, la qualité du sommeil, les capacités de l'équipage, l'excellence de la professeure. Cette dernière saillie provoque certes quelques gloussements au sein du groupe et un sourire sans joie chez moi, mais que l'ingénieur français ne compte pas sur elle pour décrocher son diplôme. Dans le brouhaha décroissant, une fille mince à la chevelure blond vénitien, assise au premier rang, prend la parole à son tour. Être prêt à faire face à n'importe quelle situation. Exact, dis-je en lui adressant un hochement de tête. De l'index, je montre les combinaisons spatiales le long des murs. Suspendues à leurs patères les unes à la suite des autres, elles forment comme un étrange rideau devant la scène d'un théâtre. Pourtant, les modèles de la NASA sont aujourd'hui bien plus que des éléments de décor. Il y en a 100 au total, 2 pour chacun des étudiants. J'y ai personnellement veillé. Par exemple, dans l'espace, vous devez savoir à chaque seconde où se trouve votre combinaison. Toutes les têtes se tournent en direction des murs. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous ne saurez jamais à l'avance à quel moment vous pourrez en avoir besoin. Je suis bien placé pour le savoir. Quand j'étais à bord de l'ISS, s'il m'avait fallu 2 ou 3 secondes de plus pour atteindre ma combinaison, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors que mes étudiants digèrent ce que je viens de leur asséner, je mesure qu'à cette fraction de temps près, je n'aurais jamais rencontré James, jamais donné naissance à Ali, jamais vécu pour porter l'enfant qui grandit au fond de mon ventre en ce moment même. À une exception près, les membres de mon équipage sont arrivés trop tard à leur combinaison. Le seul qui y soit parvenu a eu la malchance d'être frappé par un débris. Il ne pouvait survivre à un tel coup du sort. Il n'y avait absolument rien que je puisse faire pour le sauver. Dans l'espace, la moindre seconde compte. Elle peut faire la différence entre la vie et la mort, votre mort, celle de la personne à côté de vous, et celle de tous les habitants de la Terre. Dans certains cas, il n'y a rien à faire. Vous n'avez aucune chance d'en réchapper. Mais ce que vous pouvez faire, c'est être prêt, toujours. Cela ne peut qu'augmenter vos chances de survie. Je claque des doigts. Tout le monde en tenue. Les 5 derniers seront éliminés. Et le chaos s'abat sur l'amphi. Les étudiants bondissent de leur siège pour se ruer vers les combinaisons qui pendouillent à la périphérie de la pièce, jouant des coudes, s'escaladant les uns les autres, se contorsionnant en tous sens. On jurerait se retrouver soudain au beau milieu d'une partie de Twister géante. Quand mes 50 étudiants sont en tenue complète, je leur demande de retirer leur casque. Les souffles sont courts. Tous les regards sont fixés sur moi. « Je vais analyser les séquences », dis-je en désignant les caméras à l'arrière de l'estrade. Ensuite, je notifierai leurs résultats aux 5 derniers. Si vous ne recevez pas de message de ma part, vous faites toujours partie de cette promotion. Les autres, les 5 qui ne seront pas retenus, j'espère que vous vous porterez une nouvelle fois candidat. N'oubliez pas, la deuxième clé pour survivre dans l'espace, c'est de ne jamais renoncer. Jamais. Même s'il passe toujours plus de temps au travail et de moins en moins à la maison, James s'arrange pour déjeuner chaque jour avec moi. C'est notre petit rituel. Une respiration au milieu de nos journées trépidantes respectives. Toute la matinée, je me suis demandé à quel moment j'allais lui annoncer ma nouvelle. Je n'ai jamais été très douée pour garder un secret. Depuis toujours, tout le monde peut lire en moi comme dans un livre ouvert. À l'instant où il me verra, il comprendra qu'il se passe quelque chose. Et puis, à dire vrai, pour mon propre bien-être, j'ai besoin de partager la nouvelle de ma grossesse avec lui. Quand j'arrive dans la cafétéria, je l'aperçois debout, qui m'attend. Il a un air un peu préoccupé, mais son visage s'illumine dès qu'il me voit. Un sourire s'épanouit sur ses lèvres.
Les pas de doigts au coin de ses yeux et les rides sur son front se sont creusées au fil de ces dernières années, comme si le temps et le stress imprimaient des ornières sur sa peau. Mais son regard est resté inchangé, intense et doux à la fois. « Salut », dit-il. « Bonjour, jeune homme. » Son ton se fait tout à coup sérieux. « Écoute, il faut que je te dise quelque chose. »« Moi aussi ?» Il fronce les sourcils. « Ah bon ? » ?»« Oui, mais toi d'abord, » dis-je en l'invitant à s'exprimer d'un geste de la main. Il laisse filer un instant pour faire le tri dans ses pensées. « D'accord, mais pas ici. » Je lui emboîte le pas et nous quittons la salle de restauration pour gagner son bureau dans les étages. Le vaste écran mural est divisé en 3 zones montrant chacune un astéroïde rocheux de forme sphérique. D'après la date et l'heure affichées dans le bandeau inférieur, il s'agit d'images retransmises en direct par des sondes ou des drones, selon toute vraisemblance. La surface des 3 objets est constellée de vastes cratères, mais aucune donnée référentielle ne permet d'en évaluer la taille ou d'en connaître la nature. Je n'ai aucune idée de ce que peuvent être ces corps célestes. Ces 3 astéroïdes sont sortis de la ceinture de Kuiper, voici 2 ans à peu près. Depuis, nous les suivons à la trace. Est-ce qu'ils sont sur une trajectoire présentant un risque de collision avec la Terre ? La réponse est oui. Subitement, j'ai l'impression que mon corps pèse des tonnes. Ma bouche est devenue toute sèche. Ils arrivent quand ? Et ils font quelle taille ? J'ai parlé d'une voix blanche, dénuée de la moindre émotion. Mon esprit en est encore à prendre la mesure de ce qui pourrait bien être l'arrêt de mort de l'espèce humaine. Chacun d'eux est à peu près grand comme le Texas. La collision d'un seul suffirait à déclencher notre extinction. Nous sommes à 42 jours de l'impact. Les superporteurs, ils ne seront jamais prêts à temps. Loin de là. Il se tourne vers moi pour me regarder en face. Mais nous n'en aurons pas besoin. Les défenses orbitales peuvent s'en occuper ? Non. Elles peuvent détruire de petits astéroïdes, mais rien de cette échelle. En fait, nous avons constitué une flotte spécifique de drones d'attaque. Et nous l'avons lancée en même temps que les pièces des superporteurs afin que la nouvelle ne s'ébruite pas. Une panique générale ne ferait qu'accroître les problèmes. Et quel est le plan ? Les drones seront sur zone d'ici 1 heure. Ils vont réduire les astéroïdes en miettes. Je pousse un soupir. Et c'est à cela que tu travailles nuit et jour ? Oui, depuis 2 ans, répond-il en prenant mes mains dans les siennes. Je suis désolé de ne t'avoir rien dit, mais je savais que tu te serais inquiété. Je comprends. J'aimerais que tu assistes à la bataille avec nous, dans la salle de commandement. Bien sûr, je vais annuler mes cours de cet après-midi. Super. Il s'éloigne en direction de la porte, mais se retourne tout à coup. Au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Rien. Tu es sûre ? Demande-t-il avec un regard étonné. Certaine. Ce n'est rien d'important. Comment pourrais-je lui annoncer la nouvelle maintenant ? Plus tard. Je lui dirai plus tard. 4. Emma. Le centre de contrôle de la NASA ressemble à une salle des marchés d'un établissement financier. Partout, des gens debout devant des terminaux s'époumonnent pour se faire entendre, se testent un instant pour écouter ce qu'on leur dit dans leur micro-casque, puis se remettent à crier de plus belle. Parfois, ils s'arrêtent pour observer silencieusement ce qui se passe sur les ordinateurs devant eux. Sur le mur du fond, un immense écran montre chacun des 3 astéroïdes entourés de colonnes de données et autres statistiques transmises par les drones. Dans le bruit et la chaleur un peu étouffante de la salle, où flotte une persistante odeur de café, il règne une tension presque palpable, un sentiment oppressant du temps qui passe trop vite. Parmi la masse de gens affairés, j'aperçois Harry assis à un poste de travail, en train de taper furieusement sur son clavier. Debout, Grigori crie des choses en russe à une personne installée à sa place. À côté de lui, écouteurs sur les oreilles, Lina fixe les lignes de code qui défilent sur l'écran de son portable. Min est en grande conversation avec Laurence Fowler. Tous 2 boivent machinalement du café dans un mug. Je ne vois ni Charlotte ni Izumi.
James se penche pour me parler à l'oreille. On a un décalage d'environ 35 minutes-lumière avec les astéroïdes, si bien qu'on arrive pratiquement au bout de notre fenêtre opérationnelle pour les ultimes réglages de la phase de pré-engagement de la première flotte de drones. L'attaque est une séquence automatisée ? Oui. Les drones sont camouflés ? Oui. On a repris la méthode utilisée pour la flotte Sparte à bord du Pax. Les drones ressemblent à des rochers flottant dans le vide. La qualité des images est absolument incroyable. Encore une fois, c'est l'œuvre de Lina. Elle a apporté sa touche à l'algorithme de compression. On a positionné les drones en cascade pour qu'ils nous transmettent les images par l'intermédiaire de leur plaque de communication. Fowler vient jusqu'à nous et me salue en me donnant l'accolade. « Heureux de vous voir, Emma. » Moi aussi. D'un ample geste, je désigne la fébrile activité qui règne dans la salle. C'était comme ça quand on a lancé la flotte Sparte ? Non, bien plus trépidant encore. Puis Fowler prend congé pour aller s'enquérir de la teneur de la discussion entre Grigori et ses collègues. James et moi nous installons devant son terminal. « D'après toi, demandai-je à voix basse, comment les choses vont se dérouler ? Je m'attends à ce que les astéroïdes mettent en œuvre des contre-mesures. Et s'ils ne font rien ? Alors nos drones frapperont pour les réduire en poussière. Mais j'ai encore une autre crainte, que les astéroïdes n'intègrent un dispositif de propulsion. Quand on frappera, ils pourraient accélérer et modifier leur trajectoire pour contourner nos autres drones. Je suppose que c'est un facteur que vous avez pris en compte. Effectivement, nous attaquerons par vagues. Nous avons 12 flottes de drones déployées dans l'espace. Nous procéderons à des ajustements lorsque les 4 premières auront frappé. Puis James reporte son attention sur les données qui s'affichent sur son écran. De temps en temps, il tape un message ou répond à une question dans le micro de son casque. Les minutes défilent lentement. Finalement, un message général éclate soudain dans les haut-parleurs. Fin de la transmission des instructions à la première flotte dans 10, 9, 8... Quand arrive 0, c'est comme si l'air quittait la pièce tout à coup. Certains s'affaissent, se laissant aller contre le dossier de leur chaise, le regard fixé sur leur écran. D'autres lancent le crayon qu'ils tenaient sur leur table, et d'autres encore enfouissent leur visage dans leurs mains. Cela me rappelle les examens à la fac, quand le surveillant annonçait le temps restant, que la moitié de la salle n'avait pas fini et que l'autre commençait à douter de ses réponses. « Et maintenant ?» demandai-je à James dans un murmure. Maintenant, on attend de voir si on a eu raison. Je suis en train d'échanger en ligne avec Lina quand un compte à rebours apparaît sur l'écran. 30, 29, 28. Dans toute la salle, les conversations se tarissent. Tout le monde se lève. Certains retirent le casque qu'ils ont sur les oreilles. Je rejoins James quand une voix éclate une nouvelle fois dans les haut-parleurs. Ouverture du feu pour la première flotte dans 3, 2, 1. Des éclairs blancs saturent les 3 retransmissions vidéo. Les drones ont lâché leurs missiles. Je retiens mon souffle, le regard magnétiquement fixé sur l'écran pendant que la blancheur aveuglante s'estompe. Quand l'image redevient nette, je ne vois rien d'autre que le noir de l'espace, ponctué de masses rocheuses de toutes les tailles. Il y en a des centaines. Immédiatement, James reprend place devant sa station et parcourt les données entrantes. Je parviens à en lire quelques-unes, et je sais que les nouvelles sont bonnes. Les charges ont touché les astéroïdes. Plein cadre. Les relevés indiquent qu'ils ont été brisés en plus d'1 millier de débris de masse variable, mais dont les plus gros présentent toujours un niveau de risque d'extinction pour la Terre. Là où nous avions précédemment 3 objets présentant ce degré de danger, nous en avons maintenant 7. Si c'est là une mauvaise nouvelle, d'un point de vue technique, cela n'en constitue pas moins un pas dans la bonne direction. « Acquisition des cibles pour la 2e flotte », annonce la voix dans les haut-parleurs. Les secondes qui s'écoulent semblent durer des heures. « Ouverture du feu pour la 2e flotte dans 3, 2, 1 ». De nouveau, des flashs blancs emplissent l'écran, puis disparaissent, laissant derrière eux un champ de masse rocheuse encore plus petite dans l'immensité noire du vide. Les données communiquées par les drones s'affichent et je pousse un soupir. Ils dénombrent pratiquement 2000 objets à présent,
mais dont 3 seulement seraient capables de provoquer une extinction sur la Terre. Les conversations reprennent, jusqu'au moment où le cycle se répète et que la 3e flotte ouvre le feu. À l'issue du 4e passage, une activité fébrile s'empare de nouveau de la salle tout entière. Tout le monde se remet à l'ouvrage avec la même intensité qu'à mon arrivée. La raison en est simple. La fenêtre de tir pour transmettre de nouvelles instructions aux 8 flottes restantes est extrêmement réduite. James et son équipe ont prévu un écart important entre la 4e flotte et la 5e. Cette dernière, ainsi que les suivantes, sont encore suffisamment près de la Terre pour permettre une actualisation de leurs instructions avant qu'elles ne croisent les astéroïdes. L'idée étant d'adapter l'approche de chaque vague de drones pour maximiser l'impact des frappes. Autour du bureau de mine, les discussions sont vives et rapides, mais soigneusement ordonnées. À la station de travail de Grigori, le débat est chaotique. James se laisse tomber sur sa chaise, le regard fixé sur l'écran. Il a l'air tellement fatigué tout à coup. Harry vient jusqu'à moi en me souriant. « Salut, Emma. »« Salut, Harry. Comment ça va ?»« Oh, tu sais, pour moi, rien ne vaut une partie d'astéroïdes. » Sa référence au bon vieux jeu d'Atari m'arrache un petit rire, mais rien d'autre qu'un sourire épuisé de la part de James. « Cela dit, j'aurais cru qu'on verrait plus d'action. » James lui répond d'un simple hochement de tête, sans quitter son ordinateur des yeux. J'ai presque l'impression de voir les rouages de ses méninges tourner à plein régime. Il a sur le visage un air que j'ai déjà vu, à bord du Pax, et puis ici, au camp 7, au cours des mois suivants. Il cogite quelque chose dans son grand cerveau, et j'ai bien l'impression que ce qu'il entrevoit ne lui dit rien qui vaille. Harry observe le groupe de mine pendant quelques instants, puis se retourne vers moi. Il leur reste environ... Harry se penche pour regarder l'écran de James. 7 minutes pour modifier les trajectoires des flottes de la 2e vague. On dirait bien qu'ils vont subdiviser chacune d'elles en 2 flottes plus petites. D'un signe de tête, il désigne le groupe de Grigori. Quant à eux, ils s'efforcent de maximiser l'efficacité des charges. Et vous... On pensait que cette bataille serait un peu moins unilatérale, répond Harry. On se disait qu'on aurait droit à une situation de combat active, qui nous obligerait à émettre des commandes à destination de chaque flotte pour adapter notre attaque. James se redresse pour taper une commande sur son clavier. Un message s'affiche à l'écran. Première flotte. Analyse profonde antivirus lancée. Harry s'avance, découvre la commande et commence à poser des questions à James. Je m'éloigne pour les laisser travailler. James pense donc qu'on aurait affaire à une agression virale, que les drones seraient infectés et qu'ils nous transmettraient des données erronées? C'est possible, mais cela signifierait que les astéroïdes sont toujours entiers, intacts et toujours lancés à pleine vitesse vers la Terre. Près du mur du fond, j'aperçois Izumi. Elle a dû se glisser dans la salle pendant la bataille. Elle est à côté d'Oscar, qui me sourit. Il a beaucoup travaillé les expressions du visage. Alors certes, elles sont en progrès, mais l'apparente légèreté qui émane de ses traits en cet instant va à rebours de l'humeur générale. Néanmoins, je suis heureuse de le voir déployer ses efforts. Charlotte est là, elle aussi, en grande conversation avec un Italien, spécialiste de la cryptographie, que j'ai eu comme étudiant il y a 1 an et demi. Quand je parviens à ses côtés, Izumi me serre dans ses bras et murmure à mon oreille. « Tu sais, il avait vraiment envie de tout te dire. » Oui, je l'avais compris. Comment sont les autres? Comment va le groupe? La pagaille absolue, le manque de sommeil. Tout le monde est sur les nerfs. Le regard d'Izumi glisse vers l'écran au mur. J'espère que nous en aurons bientôt fini. La tâche qu'elle assume est peut-être la plus difficile de toutes. Veiller sur la santé physique et mentale de toute l'équipe. Et puis, la fenêtre pour la transmission d'instructions à la 2e vague se referme et la tension dans la salle reflue. Elle grimpe de nouveau une demi-heure plus tard quand les drones arrivent au contact. À la fin de la 3e vague, les astéroïdes ont été réduits en poussière. Des cris de joie explosent dans toute la pièce. L'humeur tout à coup se fait guillerette et détendue. Ici et là, j'en entends qui s'excusent auprès de leurs collègues du ton qu'ils ont employé pendant la phase critique. Tout le monde est debout à présent, souriant, soulagé. Sauf James. Assis à son bureau,
Il fixe toujours son ordinateur. Je m'approche. Un message clignote sur l'écran en lettres rouges. Aucun virus détecté. Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien, marmonne-t-il, le regard obstinément fixé devant lui. Je m'assois dans la chaise voisine et tente de capter son attention. Tu es sûr ? Certain, ce n'est rien. Ce soir, tout le monde vient chez nous pour dîner. Vêtu d'un t-shirt orné du logo d'un resto fictif à l'enseigne « Le grill de l'apocalypse », Harry est le préposé au barbecue. Grigory lui tient compagnie en sirotant un cocktail dont la composition doit être de 9/10 de vodka pour 1/10 d'autre chose. En début de soirée, il parlait anglais. À présent que son alcoolémie est nettement à la hausse, des mots russes se fraient un chemin dans ses phrases. À côté de lui, Lina boit une Bex. C'est étrange de voir une bière d'une marque du monde d'avant, sur une terre où l'activité économique n'existe presque plus, mais l'exhumation d'articles dans les villes émergées de leurs gangs de glace est devenue un commerce florissant. Des entreprises spécialisées sillonnent la planète pour récupérer médicaments, bouteilles de bière et autres alcools. Ce sont les articles les plus demandés, loin devant l'or et les diamants. Le long hiver nous a tous profondément changés, d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Au demeurant, je n'aurais jamais pensé non plus que Grigory et Lina finissent ensemble. Ce sont toujours ceux qui ne font pas de bruit qui nous réservent les plus grandes surprises. Installés autour d'une table en bois à côté du feu, Mine et Izumi discutent à voix basse. Leur idylle en voie d'éclosion est un secret de polichinelle dans le camp 7. C'est un rapprochement qui progresse à une allure de tortue, un peu comme une partie d'échecs où chaque joueur réfléchit pendant des mois avant de bouger une pièce. James et son frère Alex sont en train de rire à une plaisanterie que je n'ai pas entendue. Dans les yeux de mon mari, je vois néanmoins qu'il n'est pas entièrement présent dans cet instant. Je m'étais dit que j'allais lui annoncer ce soir la nouvelle de ma grossesse, mais quelque chose me souffle que ce n'est pas encore le bon moment. Je lui dirai demain. Derrière la maison, les enfants courent sur la vaste étendue de terre et de sable tassé. Ils jouent au football dans le désert sous la supervision d'Oscar dans le rôle d'arbitre. Au plus fort du long hiver, je me demandais s'il me serait donné un jour de revoir des enfants jouer avec une balle. Ce soir, dans la lumière du couchant, le monde semble bien avoir repris les couleurs de la normalité. Pourtant, rien n'est vraiment normal pour nous, pour James et son équipe. À l'extérieur, nous avons dit que la petite fête de ce soir marquait simplement la mise au point d'un nouveau drone. Tel est le visage de cette guerre qui n'en finit pas. Il faut mentir à tous autour de soi, ne rien dire des dangers dont tout le monde ignore tout. À l'intérieur, les plus jeunes enfants jouent avec le chien robot que James a fabriqué il y a quelques années. Dans la cuisine, je tombe sur Madison, ma sœur, et Abby, la femme d'Alex, en pleine messe basse. On dirait bien que c'est l'heure des potins. Va savoir, répond Madison avec un sourire évasif. Donc, il s'agit bien de commérage. Oui, avoue Abby. À ce qui se dit, Izumi et Mine vont s'installer ensemble. Sur Atlantic Net, le logement d'Izumi est annoncé vacant dans 45 jours, précise Madison. Si ça se trouve, elle veut simplement quitter le camp, dis-je, essentiellement pour faire la conversation. J'en doute, dit Madison. Tous ceux qui étaient à bord du Pax forment un groupe inséparable. Elle boit une gorgée de vin. En revanche, c'est un projet auquel on pense. Un éclair de peur me traverse. Quoi ? David et toi ? Il veut qu'on aille s'installer à Atlanta. Il a entendu dire qu'une loterie allait être organisée pour l'attribution de terres agricoles, comme à la grande époque de la conquête de l'Ouest. Il veut en être. Il dit que c'est un nouveau départ pour l'économie et qu'il ne faut surtout pas manquer le train. On va renouer avec l'esprit des pionniers et de la frontière. Alex est du même avis. Il veut aller à Londres. Il dit qu'on y trouvera de meilleures écoles pour les enfants. Abby finit son verre de vin. Mais je me pose une question. Vu qu'il fait naturellement froid là-bas, qu'est-ce qui va se passer si l'hiver revient ? De nouveau une évacuation ? Ce n'est vraiment pas une bonne idée, dis-je spontanément. Ouais, confirme Abby. Mais je pense qu'on va finir à Atlanta. Londres, c'est juste une lubie pour lui. Non,
Ce que je veux dire, c'est que c'est une mauvaise idée de quitter le camp 7. Elle me regarde, interloquée, attendant que je leur donne une explication que je ne peux bien entendu pas leur livrer. Et oui, le camp 7 est quand même l'endroit le plus sûr au monde. La NASA est ici. Et puis on a un bunker, des serres sécurisées, de l'eau potable. Mieux vaut attendre ici. Et toi, tu n'aurais pas quelques confidences à nous communiquer ? Demande Madison. Comme je ne réponds rien, elle insiste. La trame est de retour, c'est ça ? Je me mordis la lèvre. Je pense que vous devriez attendre, c'est tout. Tu sais que tu peux me faire confiance. Madison me fixe intensément, m'invitant en silence à poursuivre mon propos. Mais je ne dis rien. Abby pose son verre sur le comptoir. Je vais voir ce que fabriquent les enfants. On ne les entend plus. C'est bizarre. Madison se sert un verre, puis lève la bouteille dans ma direction. Du vin ? Non, je te remercie. Sourcils froncés, elle me scrute au fond des yeux comme si elle avait la faculté de plonger au plus profond de moi pour débusquer le secret que je dissimule. Tout à coup, l'expression sur son visage se transforme, exactement comme si elle venait de tomber sur un filon. C'est presque effrayant de voir avec quelle facilité elle fait ça. Je l'emmène dans notre chambre et ferme la porte. J'espère que personne n'entendra la confidence que je m'apprête à lui livrer. J'ai l'impression d'être revenue à l'école primaire. Je suis enceinte. Aussitôt, elle me prend dans ses bras pour me serrer contre elle, répandant quelques gouttes de vin dans mon dos. James doit être fou de joie. Je marque une hésitation. Il le sera. Tu ne lui as pas dit ? Pas exactement, réponds-je en inclinant la tête sur le côté. Comment ça, pas exactement ? J'attends le bon moment. De nouveau, elle me sonde de son regard impérieux, cherchant en moi la moindre trace d'une réponse. En vain, cette fois-ci. Il a beaucoup de choses à penser en ce moment, ajoutai-je en guise d'explication. Comme les bonnes raisons pour lesquelles on ferait mieux de ne pas quitter le camp 7, par exemple. D'accord, je vais parler à David, lui dire qu'on devrait peut-être rester encore un peu. Elle me gratifie d'un immense sourire. Je suis tellement heureuse pour toi. Quand tout le monde est parti, nous couchons Ali dans son lit à barreaux. Parfois, quand nous avons eu de la visite, il lui arrive de refuser à corps et à cri d'aller dormir. Ce soir, elle est épuisée. En quelques minutes à peine, elle sombre dans le sommeil. Dans le salon, James et moi regardons les informations à la télévision. Quand le présentateur annonce un reportage sur Richard Chandler, James lève les yeux au ciel et gagne notre chambre d'un pas lourd. Apparemment, Chandler s'est lancé dans une tournée à travers toute l'Union Atlantique pour convaincre les gens de regagner leur pays d'origine, en soulignant combien les 3 gouvernements restants ne sont, au fond, que des dictatures. Ce type adore passer à la télé. James est sous la couette, les yeux clos, quand je pénètre dans la pièce. Je ne peux me défaire de l'impression que quelque chose le préoccupe. J'aimerais savoir ce qui le tracasse. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Il ouvre un œil quand je me glisse dans le lit qui grince. Ça va ? Oui. Merci de t'être démené pour accueillir tout le monde de façon aussi impromptue. Merci à toi d'avoir réduit ces énormes astéroïdes en miettes. Ma remarque lui arrache un petit gloussement. Pour toi, je ferai exploser tous les astéroïdes de l'univers. Et tu ne ferais pas encore une petite chose pour moi ? Tout ce que tu veux. Alors dis-moi ce qui t'inquiète comme ça. Ce n'est rien. Et si c'était quelque chose, ce serait quoi ? James ferme les yeux et reste un long moment immobile. Quand il me répond, c'est d'une voix détimbrée. Si c'était quelque chose, ce serait le fait que tout a été trop facile. Il rouvre les paupières pour fixer le plafond. La trame est plus intelligente que ça. Lancer des astéroïdes contre la Terre, c'est trop simple pour elle. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Pour commencer, je vais faire une bonne nuit de sommeil pour la première fois depuis 2 ans. Ensuite, demain matin, je verrai ce que je peux comprendre à tout ça. Ses yeux se referment. Je me niche contre lui et j'éteins ma lumière. Je lui dirai demain. C'est le bruit de la porte ouverte à la volée qui me réveille.
j'entends des pas précipités et je distingue une silhouette qui se rue vers notre lit. Une main saisit l'épaule de James pour le secouer. L'espace d'un moment, je suis tétanisée par la peur. Il fait encore nuit dehors. Une lampe du salon jette une douce lueur dans la pièce, trop faible cependant pour que je reconnaisse notre intrus. La silhouette secoue James de plus en plus fort, puis le soulève d'un coup. La force qu'elle déploie est proprement stupéfiante. Saisi et hagard, James parvient à s'arracher à sa torpeur. Il attrape les mains qui le tiennent et tente de leur échapper avec l'énergie d'un poisson pris dans un filet. Une vague de nausée me submerge. Je serre les dents pour ne pas vomir. Une voix calme et posée emplit la chambre. « Monsieur, il faut que vous veniez, vite. »« Oscar ?»« Qu'est-ce qu'il y a ?» demande James d'une voix sourde et enrouée. « Les astéroïdes. Ils arrivent sur nous. » 5. James. Mon esprit embrumé parvient à peine à saisir ce que dit Oscar. Quoi ? Des astéroïdes ? C'est impossible. Ils sont détruits à l'heure qu'il est. Sans compter que nous les avons interceptés très loin de la Terre, à une distance correspondant à des mois de voyage dans le vide. Il lit ma confusion sur mon visage. Monsieur, il s'agit d'un autre groupe d'astéroïdes. Plus petits, mais en bien plus grand nombre. D'une manière ou d'une autre, ils sont restés dissimulés. Ils ont échappé à nos capteurs. Je suis parfaitement réveillé tout à coup. Le brouillard qui embrume mon esprit se dissipe comme les nuages sous l'effet d'un vent fort. Combien y en a-t-il ? 700. Où sont-ils ? La frange avancée de nos drones Centurion vient juste de les repérer. L'objet le plus proche est à environ 650 000 km de la Terre. Je saisis Oscar par les épaules. Tu vas faire exactement ce que je vais te dire. Et rien d'autre. C'est compris, Oscar ? Oui, monsieur. Emmène Ali au bunker. Descends dans la citadelle et attends-moi là-bas. Protège-la à tout prix. Allez, pars. Et ne t'arrête surtout pas, pour personne. Sans un mot, Oscar tourne les talons et sort de la chambre. À peine une seconde plus tard, j'entends la porte de la chambre d'Ali qui s'ouvre à la volée, la poignée qui cogne contre la paroi de plastique, puis les pleurs de notre fille dans la nuit. Emma roule sur elle-même et se lève pour foncer jusqu'à notre salle de bain. À peine a-t-elle eu le temps de relever l'abattant des toilettes qu'elle vide tout ce que contenait son estomac. En toute sincérité, j'ai moi aussi le cœur au bord des lèvres. La race humaine tout entière vit peut-être ses derniers instants. Nous devons gagner le bunker. Chaque seconde compte désormais. J'ouvre un tiroir de la commode et lance un sweatshirt et un pantalon de jogging à Emma. On va au bunker, tout de suite. S'il te plaît, Emma, il faut faire vite. Les yeux fermés, elle lutte pour contenir son malaise et dompter son estomac. Emma! Un nouveau flot de bile jaillit. Quand tout est sorti, elle reste tête baissée, le souffle court. Je me rue dans la salle de bain, attrape les vêtements, puis glisse un bras sous ses jambes et l'autre dans son dos. Et je l'emporte. Qu'est-ce que tu fais ? Je te sauve la vie. Les yeux toujours clos, elle se met à frissonner. Un hoquet la redresse soudain. Le vomi se répand sur mon t-shirt, mais je ne tressaille même pas. J'avance droit devant moi jusqu'au dehors. La douceur de la nuit semble sortir Emma de son brouillard. Elle noue ses bras autour de mon cou et avale avidement de grandes goulées d'air. J'ai déjà éprouvé les sensations qui m'habitent à cet instant, le jour où je l'ai tirée de l'épave de l'ISS. Elle était faible et malade, en proie aux effets d'un accident de décompression. Mais aujourd'hui, il y a plus que nos vies dans la balance. « Ali !» dit-elle d'une voix rauque. Elle est en route pour le bunker. J'ouvre la portière de la voiture autonome et fourre Emma et ses vêtements sur la banquette arrière. Puis, assis sur le siège conducteur, j'appuie sur le contacteur. Procédure d'urgence. Activation pilotage manuel. La voiture émet un petit coup de klaxon. Désactivation des restrictions de sécurité, criai-je. Autorisation code Sinclair 74 Alpha 9. Cette fois-ci, le coup de klaxon de confirmation se noie dans le crissement des pneus projetant du sable partout à la ronde. Nous nous éloignons de notre logement.
aussi vite que le permet la mécanique. Ce démarrage projette Emma contre le dossier. Elle ferme de nouveau les yeux et se penche en avant, la tête entre les genoux. « James !» marmonne-t-elle dans un croassement. Je demande à mon téléphone d'appeler Fowler, qui répond à la première sonnerie. « James ? Est-ce que les drones orbitaux sont en mesure d'assurer une protection ? » Des acquisitions de cibles sont en cours, mais des centaines d'astéroïdes passent quand même. Je sens ma bouche s'assécher d'un coup. Des centaines ? Les 3 énormes astéroïdes n'étaient qu'une diversion pour que des quantités de plus petits viennent percuter notre planète. D'une manière ou d'une autre, le collecteur est parvenu à les rendre invisibles. Nous étions tellement focalisés sur la menace la plus évidente qu'une autre a pu échapper à nos capteurs. Nous l'avons manqué. Non, je l'ai manqué. Je le sentais. J'aurais dû... James, il faut que vous rejoigniez le bunker. On est en route. Appelez votre équipe. Et James? Ouais? Ce n'est pas votre faute. Vous n'y êtes pour rien. Pour l'instant, occupez-vous de vous mettre à l'abri. On verra le reste plus tard. Fowler coupe la communication, et c'est alors que je me rends compte qu'Emma est en train de parler, la tête toujours entre les genoux. Madison. Hein? Appelle Madison, s'il te plaît. D'accord. Par la commande vocale, je demande à mon téléphone de me donner la communication, tout en conduisant à travers le camp à plus de 160 à l'heure sur la piste de sable compactée, en laissant dans mon sillage un tourbillon de poussière brune. Les phares de la voiture et la lune éclairent notre chemin. « Madison !» criai-je quand elle décroche. « File au bunker! Immédiatement, ne prends rien! Qu'est-ce que... » « Je suis sérieux, va au bunker. Des astéroïdes vont toucher la Terre. C'est la mort assurée si vous ne vous mettez pas à l'abri. Réveille David et les enfants et partez, tout de suite, Madison. » Je raccroche et demande au téléphone d'appeler Alex. Une sonnerie, puis une autre. À la 3e, je suis basculé vers la messagerie. Dans le rétroviseur, je vois Emma qui se redresse, blanche comme un linge. Tout son corps est agité de frissons. « C'est quelque chose que tu as mangé ?» Elle ferme les yeux et déglutit avec difficulté. « Non, c'est pas ça. Un virus ? Non, tout va bien. » Elle entreprend d'enfiler son sweatshirt. Il fait bon à l'extérieur, mais il fera probablement frais dans le bunker. Je demande à mon téléphone d'appeler Abby. Si ça se trouve, mon frère a simplement éteint le sien. Pendant que le haut-parleur égrène les sonneries, la voiture passe à toute allure devant les logements à la périphérie du camp 7 pour entrer dans les étendues désertiques qui s'étirent au-delà. Le bunker est à 5 km de distance. J'enfonce l'accélérateur à fond. Le bruit du vent devient énorme, comme si un ouragan se déchaînait dans l'habitacle. Quand j'entends l'annonce de la messagerie, je ne peux m'empêcher de frapper le volant en poussant un juron. « Abby, si tu as ce message, quitte le camp immédiatement, foncez au bunker. Des astéroïdes vont frapper la Terre. Le bunker est votre seule chance de survie. Dépêchez-vous !» Je croise le regard d'Emma dans le rétroviseur. Elle a l'air d'avoir un peu récupéré. « Merci d'avoir appelé Madison. Je t'en prie. Tu as réussi à joindre Alex ? » ?»« Non, et Abby non plus. Ils ont dû éteindre leur téléphone. » L'espace d'un bref instant, j'envisage de faire demi-tour et de me rendre à leur logement pour frapper à leurs portes et leurs fenêtres. Oscar a bien dit que les premiers astéroïdes étaient à quelques 650 000 km, mais à quelle vitesse se déplacent-ils ? Et où vont-ils tomber ? J'ai toujours pensé que le collecteur que nous avons vaincu à Cérès avait réussi à transmettre des données à la trame, parmi lesquelles les positions du camp 7 et du bunker. J'ai l'intuition qu'un ou plusieurs éléments de la première pluie d'astéroïdes toucheront précisément ces emplacements. Combien de temps encore ? Malgré l'envie qui me démange, je ne peux pas me permettre de rebrousser chemin. Je suis père désormais. Je ne peux pas abandonner Ali. C'est mon devoir d'être là pour elle. De toute façon, même si nous survivons à l'impact, ses conséquences seront immenses. Quelle chance aurons-nous d'en réchapper ? J'appelle le reste de mon équipe. La moitié décroche. Je laisse des messages aux autres. Une seconde plus tard, une sonnerie d'alarme se met à hurler via l'enceinte de mon téléphone. Le système d'alerte d'urgence a été déclenché, indiquant à chacun de gagner le bunker sans délai. Au loin, sur l'horizon,
apparaissent les lumières du complexe. À 20 mètres du gigantesque entrepôt, j'écrase la pédale de frein. La voiture part en dérapage, et Emma doit se retenir contre les dossiers des sièges avant. « Vite !» m'écriai-je en sautant de la voiture tout juste arrêtée. D'un bras autour de ses épaules, je la soutiens dans sa course. Nos pieds éveillent des échos sur le sol de béton, tandis que nous clopinons dans le vaste espace. La structure osseuse d'Emma ne s'est jamais tout à fait remise de son séjour prolongé dans l'espace, si bien qu'elle est affectée d'une claudication. Malgré ce qui m'en coûte, je n'ai d'autre choix que de la pousser. Chaque seconde compte. De ma main libre, je relance un appel à mon frère. « Décroche, Alex, décroche !» marmonnai-je pendant les sonneries. « Décroche !» La messagerie, encore une fois. Ils ont bien dû entendre l'alarme. Ils vivent à 2 maisons de chez nous. J'aurais dû aller frapper à leur porte avant de partir. Mais comment pouvais-je deviner qu'ils n'allaient pas répondre à mes appels ? À l'entrée du bunker, un groupe de soldats de l'Union Atlantique monte la garde en tenue de combat, leurs armes pointées devant eux. Un officier de grande taille m'adresse un signe de tête. « Docteur Sinclair ?»« Oui. »« Elle va vous mener à l'intérieur de la citadelle, » dit-il en désignant la sergente à ses côtés. Je jette un œil à la bande patronymique qui orne sa poitrine. « Merci, colonel Earls. »« C'est vous qui dirigez les opérations ici ?»« Oui, monsieur. Les officiers généraux ont décidé de rester au CENTCOM pour superviser l'évacuation et les actions défensives. » Earls se tourne vers un homme à côté de la porte, une tablette à la main. « Dodson, vous pouvez les rayer de la liste. » La liste. À cet instant, je prends conscience que l'évacuation ne détermine pas simplement combien d'entre nous vont survivre, mais aussi et surtout qui va survivre. Être des cerbères inflexibles. Voilà ce qu'est la mission des militaires à l'entrée. Mais il y a une bonne raison à cela. La citadelle n'est pas assez grande pour abriter l'intégralité de la population. Loin de là. Au demeurant, la vraie question est de savoir combien de temps nous pouvons tenir sous la terre. Le bunker ne contient qu'une quantité de vivres suffisante pour subvenir aux besoins d'un nombre précis de personnes pendant une durée fixe. Telles sont les données de l'équation. Au sein du commandement de l'Union Atlantique, quelqu'un a dû composer avec toutes ces variables, peser au trébuchet chacun de ces facteurs pour établir cette fameuse liste. La tâche ingrate et écrasante, consistant à désigner ceux dont l'existence est vitale pour la survie de l'espèce humaine. S'il m'appartenait de dire quelle est la chose la plus précieuse que la trame nous a volée, je ne dirais pas que ce sont les milliards de vies perdues, les innombrables hectares de terre disparus, nos maisons englouties, mais tous ces fragments d'humanité qui nous ont été arrachés peu à peu. Comme en cet instant, où il nous faut désigner des innocents qui doivent mourir pour que quelques autres, nous, puissent vivre. À cet instant précis, une idée égoïste me vient. Elle s'accompagne d'une bouffée de honte, mais je sais instantanément que je ne vais avoir d'autre choix que de la mettre en œuvre. Je glisse une main dans le dos d'Emma pour la pousser vers la porte de l'ascenseur. « Vas-y, j'en ai pas pour longtemps. » « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ?»« Tenter de joindre Alex encore une fois. » Emma se mordit la lèvre. « La liste ?» Elle pense à la même chose que moi. Je me tourne vers le soldat auquel le colonel s'est adressé. Le dénommé Dodson. Comme je ne distingue pas les insignes de son grade, je l'interpelle comme un civil. « Monsieur Dodson ?» Il relève la tête, la mine surprise. « Avez-vous Madison Thompson et sa famille sur votre liste ?» Il tapote quelques instants sur sa tablette. « Oui, monsieur. »« Tous les proches des personnels essentiels figurent sur la liste, monsieur, » précise la sergente. J'éprouve un sentiment de soulagement et de culpabilité mêlés. Et de ce que je vois, Emma ressent la même chose. D'un signe de tête, je lui montre le chemin de l'entrée du bunker. « Vas-y, j'arrive tout de suite. »« Promis ?»« Oui, je te promets. Ali est déjà en bas à nous attendre. Elle a sans doute peur. Tu devrais y aller. » À peine la porte refermée, je rappelle Alex. C'est sa messagerie qui me répond, une fois encore. Dans mon esprit, je n'ai plus qu'une pensée, un seul objectif. Foncer jusqu'à la voiture électrique et regagner le camp.
J'ai déjà perdu mon frère une fois à cause d'une erreur que j'ai commise. Pas question que je le perde à nouveau. 6. Emma. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur une pièce vide dont les murs métalliques luisent sous l'éclairage blafard des LED au plafond. Au sol, des dalles de plastique blanc composent un quadrillage scintillant, un peu comme une piste de danse, prête à s'illuminer à mesure que j'avance. Tout au bout, il y a une grande double porte sur laquelle est écrit le mot « Citadelle » en lettres majuscules. Une dizaine de soldats montent la garde, leurs armes pointées en direction de l'ascenseur. Droit sur moi. « Emma Sinclair », annonce la sergente. Sa voix éveille des échos entre les parois de métal. Les soldats ne bougent pas. « Avancez, madame », dit l'un d'eux. Un autre tape un code sur le panneau de commande à côté des battants, qui s'ouvrent alors dans un claquement mécanique. De l'autre côté, je découvre un vaste hall où se pressent d'autres militaires. À peine m'ont-ils accordé un regard qu'ils reprennent déjà leur conversation. Les portes se referment derrière moi et je sens une bouffée d'air chaud qui m'enveloppe. Je tente de me repérer. 3 portes donnent sur le hall. La première mène au sanitaire, la deuxième au dortoir et la troisième au réfectoire. Cette dernière zone comporte également un espace de vie où tout le monde semble s'être regroupé. Entassés sur les canapés et les fauteuils, tous regardent les nombreux écrans accrochés au mur. L'un des plus petits diffuse un dessin animé que je connais, La fille de l'Ouest. Comme son titre le laisse supposer, c'est l'histoire d'une jeune orpheline de mère qui quitte la ville pour suivre son père dans le Grand Ouest américain, à une époque plus ou moins définie au cours du XIXe siècle. Je le sais parce que c'est la série préférée d'Ali, même si elle ne comprend pas tout. Pour tout dire, je crois qu'elle aime la regarder pour voir les chevaux. Depuis le seuil, je balaie l'espace du regard. J'aperçois Oscar, installée dans un fauteuil club, Ali sur les genoux. Sage et immobile, elle est totalement absorbée dans la contemplation des images qui défilent. Je sens mon cœur fondre dans ma poitrine. Même au plus fort de la nausée et de notre folle course en voiture pour venir jusqu'ici, pas un instant je n'ai cessé de penser à elle, de me demander si elle allait bien. Comme je m'approche, elle se retourne tout à coup et bondit du giron d'Oscar pour courir vers moi. Je la soulève de terre pour la serrer contre moi. La sensation que j'éprouve est la meilleure qui soit en ce bas monde. « Pa ?» Elle ne maîtrise pas encore tout à fait le mot « papa », mais il ne fait aucun doute pour moi qu'elle a déjà senti que quelque chose n'allait pas. « Il va arriver, ma chérie. »« Maison ?» ?»« Oui, on va rentrer à la maison, bientôt. » Je la ramène vers le fauteuil. Oscar se lève pour me céder la place. « Combien de temps, Oscar ?»« Comment ça, madame ?»« Avant l'impact. » Selon la dernière estimation, 31 minutes, 23 secondes. Je sens ma gorge se serrer. Ali semble percevoir ma réaction. Elle me prend la main et enserre de ses petits doigts mon index et mon majeur. « Non ?»« Regarde la télé, ma chérie. Oscar, je voudrais que tu fasses quelque chose. »« Oui. » « Remonte à la surface. Trouve James. Dis-lui que sa femme et sa fille sont ici et qu'elles ont besoin de lui. Que tout le monde a besoin de lui. » 7. James. Tout d'abord, je vois des résidents du camp 7 qui arrivent par vagues. 1 ou 2 voitures à la fois, avec à leur bord des gens qui, tout comme moi, ont très vite reçu l'information. Grâce à Oscar, doté d'une connexion sans fil au réseau défensif d'AtlanticNet, Emma et moi avons sans doute été parmi les premiers prévenus. À la seconde où les astéroïdes ont été repérés, il en a été averti. Ce dont je ne peux que me féliciter. Parmi les arrivants, j'en reconnais certains, des personnels de la NASA qui ont vu l'alerte transmise par les satellites de la défense orbitale et des civils qui travaillaient de nuit au CENTCOM. Des transports de troupes les suivent de près. Des flots de soldats de l'Union Atlantique en tenue de combat, avec casques tactiques à lampe intégrée, gilets pare-balles, fusils d'assaut, chargeurs engagés, en descendent pour s'engouffrer dans l'entrepôt. C'est toujours le colonel Earls qui est en charge des opérations. J'espère qu'il va pouvoir me donner la réponse dont j'ai besoin. « Colonel,
Savez-vous combien de temps il reste avant l'impact ? D'un coup de menton, il intime aux 2 aides de camp qui l'encadrent de s'éloigner. Quand ceux-ci s'en sont allés, donner des ordres aux troupes tout juste débarquées, Earls me répond à voix basse. 30 minutes. J'ai le temps. Tout juste. Mais je peux aller chercher Alex et revenir. Merci, colonel, criai-je par-dessus mon épaule en fonçant à la voiture. À la seconde où je mets le contact, la portière s'ouvre brusquement et une main m'agrippe l'épaule. Je tourne la tête. C'est Oscar qui se penche à l'intérieur de l'habitacle. Monsieur ? Pas maintenant. Monsieur, Emma m'a donné pour instruction de vous communiquer le message suivant. Votre fille et votre femme sont à la citadelle et elles ont besoin de vous. Tout le monde a besoin de vous. Je reste un instant à le fixer, les mains posées sur le volant, immobile. Finalement, je me laisse aller en arrière contre le dossier en secouant la tête. Emma a raison. Mais l'alternative à laquelle je suis confronté est au-delà du cornélien. Assumer mon rôle de père et de mari, ou sauver mon frère et les siens. En fait, une seule solution s'offre à moi. Je sors de la voiture sans couper le moteur. Oscar, va chercher Alex, Abby et leurs enfants. Dépêche-toi. Il ne reste plus que 29 minutes, monsieur. Merci. Allez, file. Le véhicule électrique fonce dans la nuit, dans un nuage de poussière. Quand il disparaît de ma vue, je sors mon téléphone pour tenter une nouvelle fois de joindre Alex et Abby. Messagerie. D'un pas lourd, je regagne l'entrepôt. « Votre nom ?» crie une militaire, avant de s'adoucir lorsque je relève la tête. « Oh, pardon, monsieur. Passez, je vous en prie. » Les vagues d'arrivée se calment pendant quelques minutes. Puis c'est un véritable tsunami qui vient. Des voitures, des nuages de poussière, des parents portant des enfants en larmes, des cris, le chaos. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.